Frontières, la matinale, l'interview frontale. Martinet qui devrait nous rejoindre normalement en visio tout de suite. Pierre Martinet qui est ancien cadre du service action DGSE et qui aujourd'hui est délégué d'Orome Reconquête. Bonjour. Alors, super, on vous entend super bien. Comment allez-vous ? Pas mal. Pas mal. Loin de Paris, mais pas mal. Exactement. Je pense qu'on peut être heureux de vous recevoir aujourd'hui, surtout pour avoir une certaine expertise et pour parler de certains sujets extrêmement importants. On va, comme d'habitude, partir tout de suite sur un premier élément sonore. C'est Emmanuel Macron qui estime que le régime des Mollahs ne doit pas être renversé. C'est assez curieux. On va en parler tout de suite. Non aux actions militaires qui conduiraient à un changement de régime, parce que personne ne sait dire ce qui vient après. Et diable, collectivement, nous n'avons pas vu les conséquences que ça avait dans la région ailleurs. Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en 2003 en Irak était une bonne idée ? Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en Libye, la décennie précédente, était une bonne idée ? Non. Pierre Martinet, je vous vois hocher de la tête. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces déclarations du président ? Est-ce que, selon vous, j'ai l'impression il est à côté de la plaque sur sa lecture du conflit et sur sa façon de convaincre ou de raisonner avec l'Iran ? Est-ce que l'Iran, en gros, doit être pris avec la force et la diplomatie serait devenue inopérante ? Alors, je suis dépité par ce qui se passe depuis ce week-end et les déclarations depuis les bombardements des Américains, les déclarations de notre ministre des Affaires étrangères, qui est encore plus lunaire, et les déclarations d'Emmanuel Macron, qui est fidèle à lui-même. Alors, je vais mettre entre parenthèses, il a raison sur deux éléments, l'Irak et la Libye. On a fait ce qu'on a fait là-bas a conduit à mettre des régimes islamistes. Alors, là où il se trompe complètement, c'est que c'est une Iranienne qui m'écrivait ça ce week-end, parce qu'elle me disait, nous, on n'a rien à voir avec la Libye ou l'Irak, nous sommes des Perses, et il y a déjà un régime islamiste sur place, il y a déjà des tortionnaires sur place, et le peuple iranien a besoin d'aide pour qu'on puisse renverser le régime. Là où il se trompe complètement sur l'Iran, c'est qu'actuellement, les Iraniens qui veulent être libres ne pourront pas renverser le régime tout seuls. Il y a deux façons de faire tomber un régime, hein. Effectivement, c'est une invasion terrestre par des armées, avec un nombre important de soldats au sol, et on va faire tomber un régime. Il y a une autre façon, c'est que le peuple se révolte et qu'il fasse tomber ce régime. La deuxième façon, le peuple aujourd'hui iranien n'a pas les moyens techniques pour faire tomber ce régime. Là où on a loupé le coche, c'était en 2022, quand il y a eu l'affaire de cette femme qui a été arrêtée parce que son voile était mal mis. Elle est morte en prison, ça a généré un début de mouvement de révolte qui a évidemment été réprimé dans la violence sans limite, des arrestations, des pendaisons, des exécutions, des viols, etc., etc. Là, l'Occident a loupé le coche, et en particulier la France, parce qu'on avait la capacité de pouvoir diriger une révolte, une rébellion qu'on aurait armée, qu'on aurait formée, qui aurait pu faire tomber le régime et mettre en place, comme me disait encore cette Iranienne ce week-end, on a besoin que le régime tombe pour mettre en place un référendum pour savoir ce que le peuple iranien veut. Soit un parlement, un président ou un roi comme avant, puisque c'est un peu ancestral en Iran. Donc là, on a l'Occident et l'Europe en particulier est complètement à côté de la plaque. Là, ce qui me met hors de moi, ce qui m'énerve au plus profond, c'est que la première déclaration du ministre des Affaires étrangères, c'est la France n'a pas participé au bombardement et n'a même pas participé à la planification de ces bombardements. Il faut tout de suite se détacher d'Israël, de peur qu'on nous accuse d'être complice d'Israël ou allié d'Israël, parce que complice, c'est quand même pas le cas, mais allié d'Israël dans cette région, et encore plus
avec ce qui se passe encore à Gaza. Et faut pas oublier qu'à Gaza, il y a toujours des otages. Faut pas oublier que le Hamas est toujours vivant. Faut pas oublier que le Hezbollah est toujours vivant. Les Houthis, pareil. Et ces trois entités terroristes menacent d'extermination, menacent d'exterminer Israël, armée, payée par l'Iran. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a la possibilité de changer la physionomie de ce pays et on devrait saisir cette opportunité. Alors c'est vrai que dans tout ça, finalement, il y a deux buts de guerre. Le premier qui est vraiment affiché est celui de la question du nucléaire militaire. Est-ce que l'Iran posséderait l'arme nucléaire, qui est là pour moi un intérêt évident français à ce que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire, même pour on va dire l'architecture des diplomaties mondiales, pour le monde, il vaudrait mieux que l'Iran ne l'ait pas. Donc là on voit un intérêt direct. Je suis un peu plus mesuré moi pour ma part sur la question du renversement du régime, non pas pour la question simplement de on sait pas ce qu'on aura après, ça on peut jamais le savoir de toute façon, mais simplement sur l'implication française en tant que ingérence là-dessus, c'est peut-être quelque chose qui peut être mis en débat, mais je sais que vous êtes aussi sensible, parce qu'on en a déjà parlé aussi à cette question, parce que on le rappelle, vous êtes ancien cadre du service action de la DGSE, vous avez connu ce qu'a été le Liban, vous avez connu ce qu'a été le Hezbollah, vous savez ce qui s'est passé, et peut-être que vous pouvez le raconter une fois pour encore nos auditeurs, ce qui s'est passé avec l'attentat du Drakkar, qui vous a profondément touché. Alors effectivement, là, je voudrais juste, par rapport à ce que vous avez dit, Jules, la seule problématique, c'est que effectivement, aujourd'hui, on va retarder ou anéantir, je ne pense pas, mais retarder le programme nucléaire militaire des Iraniens. Mais si le régime en place, enfin, si le régime reste en place, il aura toujours la même politique, il aura toujours le même désir d'éradiquer le peuple, de détruire, de rayer de la carte Israël. Donc le programme nucléaire iranien, si on ne va pas plus loin que ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est juste reculer pour mieux sauter. Ça va pas retarder le programme. Et il faut arrêter d'être naïf en pensant que les dirigeants actuels, les terroristes au pouvoir en Iran, vont se plier aux exigences de l'Occident ou des Américains ou de l'AIEA, etc., parce qu'ils ne le font pas jusqu'à présent, donc je vois pas pourquoi ils feraient après le largage de 12 bombes seulement des Américains. Pour répondre à votre question, l'Iran, déjà c'est la France qui a permis à l'ayatollah Khomeini de préparer sa prise de pouvoir en Iran. Les Français pensaient que c'était le nouveau Gandhi, qu'il allait faire de l'Iran un peuple spirituel, etc., qu'il allait bien évidemment nous ouvrir les marchés pétroliers et les marchés économiques en Iran. Ben rien n'en est fait, parce que quand Mitterrand est arrivé, il a revu tout ça à la baisse, bien évidemment, et ça s'est soldé par un attentat meurtrier, deux attentats meurtriers à Beyrouth, le 23 octobre 1983. C'était hier, on s'en rappelle tous comme si c'était hier. À 6h20 et 23, il y a eu deux explosions, deux attentats meurtriers, et à partir de 7h du matin, on a passé une dizaine de jours à sortir des cadavres, à sortir de quelques survivants, mais surtout des cadavres avec nos propres mains, puisqu'on avait peur que les bâtiments s'écroulent encore plus. Donc, ce qui s'est passé après, c'est que la France a essayé de se venger, de faire des représailles sur l'Iran. On a mis mon ancien service à essayer de faire sauter l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Ça n'a pas marché. Il y a eu un loupé. Donc on a un contentieux avec l'Iran, pas l'Iran, avec le régime islamiste en Iran. Et depuis de 83 à 80, fin des années 80, 90, il y a eu de nombreux attentats, il y a eu de nombreuses prises d'otages, etc., Et l'Iran a développé le Hezbollah, a développé la volonté de détruire Israël, qui est notre allié. Donc voilà, si vous voulez, l'Iran, depuis de nombreuses années, a un seul but, c'est de détruire Israël. Et
je pense qu'aujourd'hui, sans parler d'ingérence, parce que effectivement, s'il y a des troupes au sol, c'est une chose, mais si on aide la population à prendre le pouvoir sur ce qu'il y a actuellement, je dis bien sur ce qu'il y a actuellement, ça, c'est une solution. Pour moi, c'est la meilleure solution et c'est ce qu'on devrait faire. Aujourd'hui, la France sa seule préoccupation, c'est qu'on ne puisse pas dire que la France est alliée d'Israël. On a vu ce qui s'est passé au Salon du Bourget, où ils ont voilé totalement, et au sens propre du terme, les stands israéliens en disant que c'était qui proposaient de l'armement offensif, alors qu'un armement, il est offensif ou défensif, c'est selon l'utilisation. Donc vous voyez, l'ambiguïté de la France, aujourd'hui, me préoccupe énormément parce qu'on a sur notre territoire une communauté qui est absolument pro-Hamas, pro-palestinienne, et rapidement, ils se sont retrouvés pro-Iran. On a vu dans la même manifestation des drapeaux palestiniens, des drapeaux iraniens, avec des cris mort à Israël. Donc on en est toujours au même point, et on en revient toujours au même point. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'il y a deux camps. Et je suis désolé, mais il y a deux camps en Occident. Il y a les pro-Hamas et les pro-israéliens. Et on se trouve au milieu. Et je pense que si on ne prend pas une décision, parce qu'à force de ne pas prendre de décision, ça va nous revenir dans la figure comme un boomerang. Ma question, c'est une question qui me vient, je rebondis tout de suite. C'est finalement, est-ce que on ne met pas trop la focale aujourd'hui sur ce conflit? C'est-à-dire qu'il y a des conflits partout aussi dans le monde. Pourquoi est-ce que la France se polarise uniquement sur ce conflit? Il y a si certains nomment ce qui se passe en Palestine génocide, en fait, il y a des génocides partout dans le monde et d'autres endroits. Pourquoi est-ce que la France se polarise uniquement sur cette question-là? Et finalement aussi, vous sentez ma nature un peu isolationniste de temps en temps. Pourquoi est-ce qu'on se concentre pas d'abord sur nos problèmes français qui sont énormes à régler déjà avant de vouloir donner notre avis sur tout ce qui se passe à l'international? Alors effectivement, là où je vous rejoins complètement, c'est qu'aujourd'hui on est incapable, par exemple, de renvoyer un OQTF en Algérie. On est incapable d'avoir une fête de la musique sans violence, sans heurts, sans casse, sans viol, sans coup de couteau, et on voudrait faire plier ou ramener l'Iran à la table des négociations. Effectivement, aujourd'hui, et malheureusement aujourd'hui, la diplomatie française est exsangue. La diplomatie française a disparu de la scène internationale. Elle essaye de se raccrocher aux branches pour exister encore un petit peu, mais on a d'énormes problèmes à régler chez nous, effectivement. En revanche, il est vraiment important de comprendre que ce qui se passe aujourd'hui à l'international, on le retrouve sur notre territoire. Parce qu'on retrouve sur notre territoire les deux camps, les deux camps face à face en Orient, pardon, et on les retrouve exactement dans nos rues. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe autour des manifestations de la France insoumise, des manifestations pro-palestiniennes, mais pas qu'en France, je parle de toute l'Europe et de l'Occident. J'inclus les États-Unis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le président Macron, la diplomatie française, prend pas position. C'est en même temps, c'est nini, c'est l'Israël a le droit de se défendre, mais il faut surtout pas tirer, etc., etc. Je pense qu'on est dans une situation très compliquée en Europe et surtout en France, où la moindre prise de position peut avoir des conséquences dans nos rues, et surtout si on prend position. Et moi, je prends position. J'ai le courage de prendre position. C'est facile. J'ai aucune fonction politique ou gouvernementale plutôt, mais il faut prendre position. Je pense qu'aujourd'hui, le danger immédiat à court, moyen et long terme, c'est l'islamisation de nos sociétés. Et ce qui se passe au Moyen-Orient, ça peut se passer aussi en France. Le 7 octobre, on peut le retrouver en France sous d'autres formes, bien évidemment. On a eu quelques prémices avec le 13 novembre, on a eu le 11 septembre, on a eu beaucoup d'attentats en Europe et en Occident. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza avec Israël, c'est un réel tournant de ce qui peut se passer chez nous dans plusieurs années. Faut pas faire d'ingérence, mais faut pas regarder ailleurs parce que le monde s'islamise et l'Europe regarde ailleurs, et ça m'inquiète énormément. Alors,
une autre interrogation que j'ai moi quand je lis un peu l'actualité, et c'est intéressant d'avoir votre avis, c'est finalement est-ce que vous savez à mener des guerres un peu à distance, c'est-à-dire à base de roquettes, de tirs et sans être directement sur le terrain, on sait que il est possible parfois de fédérer une population et qu'elle ait un repli sur elle-même, un repli non pas d'allégeance aujourd'hui au régime des Mollahs qui est effectivement disqualifié du point de vue de la population, mais au moins un réflexe patriotique qui se dit on nous attaque, il faut quand même qu'on fasse bloc. C'est par exemple, je prends un exemple, mais c'est l'un des constats qu'on avait eu sur la guerre en Ukraine avec entre la Russie et l'Ukraine. Finalement, les services de renseignement russes n'avaient pas compris que le fait aussi d'attaquer avait poussé un bon nombre d'Ukrainiens à se fédérer et à se sentir encore plus profondément ukrainiens. Alors ma question c'est, est-ce que ça pourrait être un retour de boomerang qui pourrait finalement arriver à la tête des Occidentaux qui mènent aujourd'hui cette guerre, on peut le dire, en Iran, d'avoir finalement une Iran qui se ressoude autour de son régime? Alors effectivement, c'est un risque. Oui, c'est même possible. Il y a qu'à faire un retour en arrière avec le Mali. Quand l'armée française intervient au Mali pour stopper la descente des djihadistes, l'armée française a été accueillie au cri de Vive la France avec des drapeaux français. Quelques années plus tard, ils étaient traités de colonialistes, de racistes, etc., etc. Parce que ils étaient considérés au bout de quelques années comme une armée d'occupation. C'est exactement ce qui s'est passé en Afghanistan également. Aujourd'hui, en Iran, ce n'est pas encore le cas. Et c'est pour ça que moi, je privilégie plus le non conventionnel, la guerre clandestine, que l'invasion terrestre. Pour l'instant, il y a eu un seul bombardement de la part des États-Unis. En ce moment, c'est mis sur pause, les États-Unis et Israël. Mais si ça continuait, si les États-Unis entraient réellement en guerre, parce que pour l'instant ce ne sont que des opérations militaires, si les États-Unis rentraient réellement en guerre et de façon terrestre, une partie du peuple iranien effectivement pourrait se fédérer autour du régime des Mollahs, alors que c'est un régime sanguinaire qui tue, qui pend et qui réprime par la violence et dans le sang. Merci beaucoup Pierre Martinet pour ce point assez global sur en tout cas vos positions.